Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Mouvement de boycott des audiences jusqu'au mercredi prochain sur l'ensemble du territoire national. C'est une mesure prise par le Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin pour protester contre la garde à vue abusive et arbitraire d'un des leurs alors qu'il assistait un de ses clients interpellés. Des faits que le Conseil de l'Ordre qualifie de violation délibérée des normes tant nationales, communautaires qu'internationales. Les détails dans ce journal. Pour la première fois dans l'histoire, le Bénin va disposer d'une école qui a pour vocation de former ses étudiants au métier du digital. La Haute École du numérique et des sciences des affaires est implantée à Godemeur-la-Comène, non loin du marché, dans la commune d'Abomey-Calavi. L'établissement est en partenariat avec l'école multimédia de Paris, créée depuis 25 ans. Plus de précisions dans un instant. La réouverture et la modernisation de la CITEX Locosa est décidée par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 27 octobre dernier. La Société des industries textiles du Bénin CITEX SA de Locosa va donc reprendre prochainement ses activités. Une bonne nouvelle pour la population de cette cité située dans le département du Mono. Dans la page magazine de ce journal, nous allons vivre la première séquence de la réaction des habitants de la cité suite à cette nouvelle. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est parti depuis ce matin et ce jusqu'au mercredi pour le boycott des audiences sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été prise par le Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin pour protester contre la garde à vue abusive et arbitraire d'un des leurs alors qu'il assistait un de ses clients interpellés. Des faits que le Conseil de l'Ordre qualifie de violation délibérée des normes tant nationales, communautaires qu'internationales. Voici un extrait de la déclaration lue ce matin par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, Prosper Aounou. Il est au micro de Herman Parfait à Niambosso. Le mercredi 29 septembre 2021, un avocat a été sollicité pour assister un client interpellé et conduit vers ses magasins au PK 10, route de Porto Novo. Il s'est rendu sur les lieux aux environs de 16h50 où il a été interpellé par des individus ne portant aucun signe d'identification. Tandis que l'avocat avait décliné son identité et sa qualité, il a été cependant brutalisé, violenté. Son téléphone et son porte-carte contenant sa carte professionnelle arrachée et lui-même conduit manu militari au commissariat de police d'Ekpé. C'est dans ces conditions que le confrère a été gardé à vue dans les locaux du commissariat d'Ekpé de 16h50 à 23h10 sans qu'aucune charge ne lui ait été notifiée, pas plus qu'il ne lui a été permis de contacter les responsables de l'ordre, les membres de sa famille, encore moins un avocat, en dépit de sa demande à jouir de ses droits. Il aura fallu la descente du bâtonnier de l'ordre des avocats, alerté par un usager du commissariat visé, de même que de plusieurs avocats informés, et après de vives et longues protestations, pour que le commissaire se décide finalement à libérer l'avocat aux environs de 23h10. Il faut rappeler qu'informé de la situation, le bâtonnier avait pris le soin de contacter les autorités judiciaires au fin de les déterminer à mettre un terme à cet abus de droit. À de rares occasions, dans l'exercice de la profession et à travers tel ou tel de ses membres, notre barreau a eu à subir parfois des atteintes à la liberté de la défense. Mais jamais, aucun avocat n'a été victime de violences et de voies de fait, suivies d'enlèvement et séquestration dans l'exercice de son métier par les forces de sécurité publique et pour cause. Les avocats, auxiliaires de justice, concourent par leur travail à la manifestation de la vérité et partant à la bonne pratique judiciaire par leur assistance aux justiciables, y compris à l'État et à ses démembrements. Ce qui est arrivé à notre confrère nous paraît être le début du commencement de la légitimation des violences et des voies de fait contre l'avocat dans l'exercice de la profession et partant de la ruine à terme de celle-ci. Cela va au-delà de l'atteinte à la dignité et à l'honneur de la profession d'avocat dans notre pays. Et cet incident d'une exceptionnelle gravité
survient hélas dans un contexte international où en cette même année 2021, pour la première fois, la République du Bénin vient d'être admise à siéger au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Eu égard à ce qui précède, l'Ordre des avocats du Bénin dénonce ces agissements attentatoires à la dignité, à l'honorabilité et la liberté de l'avocat, un des principaux acteurs du service public de la justice. En conséquence, l'Ordre des avocats du Bénin tient pour responsables les agents auteurs de telles violations ainsi que leurs commanditaires. En tout état de cause, l'Ordre des avocats du Bénin se réserve le droit d'engager telle poursuite judiciaire telle qu'il appartiendra afin de protéger ses membres dans l'exercice de leur profession et de sauvegarder l'état de droit. À la suite de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 6 novembre 2021 à la Cour d'appel de Cotonou, le Conseil de l'ordre s'est réuni à la Maison de l'avocat et s'est penché sur cette situation. Tirant les conséquences de ces multiples violations à l'exercice de leur profession et prenant en compte l'appréciation de ces situations par l'ensemble des confrères au cours de la dite Assemblée générale extraordinaire, le Conseil de l'ordre décide du boycott par tous les avocats de toutes les audiences sur l'ensemble du territoire national à compter de ce jour, lundi 8 novembre au mercredi 10 novembre 2021 inclus. Voilà, c'était à l'instant un extrait de la déclaration lue ce matin par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, Prosper Aounou. Il était au micro de Herman Parfait à Niamboussou. Et pendant ce temps, l'honorable Romaric Ogunwale prend contact avec sa base nouvellement installée dans ses fonctions de parlementaire. Le remplaçant du député André Okonlola, promu ambassadeur du Bénin près la Russie, est allé prendre langue avec ses populations de la 10e circonscription électorale. Une tournée de 3 jours, les 5, 6 et 7 novembre 2021, qui l'a conduit à Savé-Ouessé Équilibre, et au cours de laquelle il était accompagné de plusieurs autorités politico-administratives. Le point de cette première sortie du député Romaric Ogunwale dans ce reportage signé Jacques Degbé. Prêt pour le nouveau challenge, prêt pour sa nouvelle mission républicaine, l'honorable Romaric Ogunwale est porteur d'un espoir pour la 10e circonscription électorale. Première étape de cette tournée de prise de contact, la préfecture du département des Collines. Ce vendredi 5 novembre 2021, le tout nouveau député rend une visite de courtoisie au préfet Saliou Odumbu. Cap ensuite sur la 10e circonscription électorale. De Savé à Kilibo, son arrondissement natal, en passant par Ouessé et Glazoué, l'élu du peuple est accueilli en fanfare. La loyauté a payé. Et aujourd'hui, nous célébrons la prise de pouvoir de la jeunesse. Je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Votre mandat sera un mandat à nul autre pareil. Installé officiellement dans ses fonctions le jeudi 16 septembre 2021 à l'Assemblée nationale, Dr Romaric Ogunwale place son mandat sous le signe de la paix, du pardon et de la réconciliation, ceci afin de panser les plaies nées des violences ayant émaillé les dernières joutes électorales dans le département des Collines. Le président Patrice Talon, en commençant sa tournée nationale, en commençant cette tournée par la ville, par la commune de Savé, il ne savait pas qu'il semait les grains de la paix. Quand quelqu'un a déjà semé le grain de la paix, le reste, on ne peut que poursuivre. C'est justement le secrétaire général national, Adoua Dion Tchané, qui m'a chargé de demander à l'honorable Ogunwale de placer cette prise de contact à Savé sous le double signe de l'union et de la paix. En français, en argot comme en fond, l'élu bloc républicain a convaincu sa population de la nécessité de regarder désormais ensemble de l'avant
nonobstant les appartenances politiques. Aujourd'hui, ce qui se passe dans cette ville, je crois les aveugles ont vu. Les sourds ont commencé par entendre que le développement réel a commencé à travers les investissements. Et c'est ici le lieu de dire que nous ne sommes pas encore satisfaits. On veut encore plus. À chaque étape de sa tournée, l'honorable Romary Kogoualé a reçu les bénédictions des têtes couronnées, des sages et des dignitaires religieux, ainsi que la chaleur des populations qui voient en lui le symbole d'une union retrouvée entre les fils et filles de la 10e circonscription électorale. Le projet de construction à Vlekete, commune Ouida, de l'Académie francophone de tennis suit son cours. Ce vendredi, en effet, le ministre des Sports a introduit auprès de son collègue du cadre de vie et du développement durable les experts architectes sollicités dans le cadre de la réalisation de cette infrastructure. La séance de travail a permis de faire l'état des lieux du niveau d'avancement du projet. Le point avec Akime Ousseini Seydou. Un nouveau coup d'accélérateur au projet d'implantation de l'Académie francophone de tennis à Vlekete. Après la visite technique des 28 et 29 septembre dernier, sur le site de construction, le cabinet d'architecture A26, partenaire du cabinet d'architecture béninois avant-projet, a échangé dans la matinée de ce vendredi avec les ministres des Sports et du cadre de vie. En présence du président de la Fédération béninoise de tennis, le tête-à-tête a permis aux différents interlocuteurs de valider tous les contours du projet au plan technique et retenir de façon définitive un chronogramme qui est déjà en cours d'exécution et qui renvoie à une réception de l'Académie dans 36 mois. Nous avons présenté une équipe aux membres du gouvernement qui est constituée d'experts de ce projet, des experts qui travaillent régulièrement et depuis plus de 25 ans maintenant sur ce stade de Roland-Garros. Donc c'est une expertise avec Didier Girardet, ACDC Girardet, un expert également, M. Siméon, sur la terre battue de Roland-Garros, nos experts également en architecture sur ce stade de Roland-Garros. Et nous allons donc pouvoir travailler autour de cette académie qui sera exemplaire par son intégration paysagère, exemplaire par sa capacité à pouvoir accompagner les futurs champions du tennis et du monde sportif béninois. Tous ces projets doivent absolument s'inscrire dans notre paysage et préserver évidemment l'environnement. Hein, c'est un des traits premiers que nous a donné le ministre du cadre de vie. D'accord ? Je pense que ça sera respecté. Nous allons œuvrer pour aussi réaliser le projet avec des matériaux durables dans l'environnement tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire un environnement fragile. C'est donc pour partager avec l'opinion nationale et internationale les conclusions de ces échanges que la presse a été conviée à cette sortie médiatique. C'est un projet sur cette route des pêches qui est porté par le gouvernement du Bénin, quand bien même il s'agit d'un programme et d'un projet que nous avons conçu avec la Fédération française de tennis et particulièrement au sein de l'A2FT. Et c'est au sein de cette association que nous avons poursuivi et développé notre rêve commun de partager un espace de tennis dédié à la terre battue dans l'esprit de Roland-Garros, mais qui soit destiné et, j'allais dire, dédié à la jeunesse africaine, francophone notamment, de 11 à 14 ans. C'est un ambitieux projet du gouvernement. Vous savez que la localisation de ce projet, c'est sur la route des pêches à Vlekete. Vous savez aussi que le choix du gouvernement de doter ce projet d'un domaine de 20 hectares situé entre la lagune et la mer exprime notre volonté de mettre dans notre pays un joyau qui va pouvoir accueillir les passionnés de tennis, pratiquants de tennis et le grand public de façon générale dans les années à venir. Horizon 2024, ce joyau sera ouvert, fonctionnel. Cette nouvelle étape procède à n'en point douter de la matérialisation du gouvernement béninois, a pleinement joué sa partition pour la réalisation de ce projet d'envergure, un projet qui fait suite à une offensive rondement menée par le ministre en charge des Sports, Osvaldo Meki, et le président Jean-Claude Talon, avec le soutien actif
de la Fédération française de tennis. Une forte délégation gouvernementale était à Oké-Owo dans la commune de Savè. Les envoyés étaient au chevet des parents des victimes de l'accident fluvial qui a occasionné plusieurs morts dans la localité. Le préfet des collines, le ministre de l'Enseignement supérieur Éléonore Yaïla Dekan, représentant du ministre des Affaires sociales, et bien d'autres autorités ont apporté du soutien moral, matériel et financier. Ils ont fait don de vivres, de vêtements, gilets de sauvetage et autres produits de première nécessité aux victimes. Avec les populations, la délégation a également échangé sur les règles en matière de transport fluvio-lagunaire. Plus de précisions dans ce reportage signé Imet Hélène Amosso. Dans les moments difficiles, les parents et amis vous apportent du soutien. La République en fait autant à Savè avec les filles et fils de Oké-Owo. Éplorés par un accident fluvial qui a occasionné plusieurs morts, les familles des victimes et l'ensemble des populations reçoivent les compassions de la nation. Outre témoigner la solidarité du peuple béninois, la forte délégation composée des représentants de l'Agence nationale de la protection civile, de la préfecture des collines, des ministères des Affaires sociales et de l'enseignement supérieur est allée faire don de vivres mais aussi d'autres produits de première nécessité. Nous sommes donc en synergie d'action gouvernementale, le Fonds d'appui à la solidarité nationale, l'Agence nationale de protection civile et peut-être d'autres structures pour donc témoigner notre compassion et notre geste de solidarité suite à ce drame-là qui est survenu. Nous sommes venus suite à ce drame-là pour porter le message du gouvernement, le message de compassion et en même temps un certain nombre d'informations sur les actions prévues par le gouvernement pour la population d'Oké-Owo-Dokpara. Et donc, en l'occurrence, pour ce qui concerne ce pont-là, qui affiche une certaine pénibilité dans le déplacement des populations d'un site à un autre. Nous avons profité également pour sensibiliser les populations au respect des normes en la matière lorsqu'il s'agit de navigation. Ce qui a été très apprécié par la population, c'est également le fait de leur donner ces vivres pour les accompagner en ce moment très difficile et de leur remettre également les gilets de sauvetage. Avant la remise de dons, les visiteurs ont longuement échangé avec les populations sur les normes en matière de transport fluvio-lagunaire. Des conseils ont été prodigués pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. Les populations ont promis mettre en pratique les orientations données dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. Elles ont également dit leur reconnaissance quant aux gestes de générosité à leur endroit. Il ne faut pas faire la surcharge. Parce qu'en matière de transport fluvio-lagunaire, il y a des normes. Même sans être un scientifique, on sait que la capacité de cette pirogue ou bien de cette barque est telle. Et je pense qu'en respectant, on pourra vaquer à nos activités, à nos occupations, sans pour autant compromettre notre vie. À travers tout ce que vous avez vu, les dons de vivres, l'accompagnement financier, c'est le moment aussi de dire merci au président de la République parce que cette communauté que nous représentons est en train de voir les actions de développement qui se fait déjà à travers la construction de cette voie qui relie le Bénin de bout en bout. Pour rappel, il y a quelques semaines, une barque motorisée transportant des personnes et des biens a chaviré sur le fleuve Okpara. Plus d'une demi-douzaine de personnes ont trouvé la mort à travers cette cérémonie de remise de dons qui tient également lieu de séance de sensibilisation. Les autorités espèrent que les populations feront désormais plus attention. Retour à Cotonou pour parler de cette opération d'identification des réserves administratives de la ville. Elle a commencé jeudi dernier et c'est le premier adjoint au maire, Andis Romain Arondienou, qui a donné le top. Une opération enclenchée à partir du 12e arrondissement de la ville. Les détails avec Teddy Goudalo. C'est une opération d'identification des réserves administratives de la ville de Cotonou qui justifie la présence de Randis Romain Arondienou, premier adjoint au maire ici dans le 12e arrondissement. Sous l'œil vigilant d'un huissier de justice commis à cet effet, des plaques sont apposées sur tous les domaines de la municipalité. Les réserves administratives, c'est des endroits qui appartiennent à la ville et que des gens parfois s'installent de façon illégale. Nous voudrons mettre fin à cet état de choses.
La réorganisation du secteur foncier à Cotonou figure dans les actions prioritaires de la municipalité. L'opération va permettre d'avoir un point exhaustif des réserves administratives en vue d'une meilleure planification des projets du programme d'action du gouvernement qui prévoit la construction de plusieurs infrastructures socio-communautaires. En descendant dans le 12e arrondissement aujourd'hui, c'est compte tenu du grand projet du PAPC, qui est un grand projet qui tient beaucoup à cœur au chef de l'État et qu'il faille nécessairement être sur le terrain, sensibiliser d'abord et demander à ceux qui se sont installés de façon illégale de partir de là pour que nous déblayons le terrain pour que ce projet puisse prendre corps. Secondo, il faut aussi empêcher désormais, c'est pour ça que nous avons des plaques sur lesquelles c'est bien écrit mairie de Cotonou, réserve administrative. Il faut les implanter pour matérialiser tout ce que nous avons comme réserve administrative dans la ville de Cotonou. Tout en remerciant la population pour sa collaboration, le premier adjoint au maire demande aux occupants des réserves qui seraient en situation irrégulière de se rapprocher de la mairie pour clarification. Le périple qui a démarré dans le 12e va se poursuivre dans les autres arrondissements de la ville selon un chronogramme bien établi. Je l'ai annoncé en titre, pour la première fois, le Bénin va disposer d'une école qui a pour vocation de former ses étudiants au métier du digital. La Haute École du numérique et des sciences des affaires est implantée à Godemeur-la-Commun, non loin du marché, dans la commune d'Abomey-Calavi. L'établissement est en partenariat avec l'école multimédia de Paris créée depuis 25 ans. Et avant de démarrer ses cours, la Haute École du numérique et des sciences des affaires a reçu la visite du président fondateur de l'école multimédia de Paris, qui est venu voir les locaux de son partenaire du Bénin. La visite est suivie d'une séance d'échange. Le point avec Idrissou Boukari. La Haute École du numérique et des sciences des affaires, la première école du numérique au Bénin, ouvre ses portes dans quelques jours. Mais en attendant, le président fondateur de l'école multimédia de Paris, école partenaire de ENSA, est venu visiter cette unité de formation. Il s'agit pour lui de s'assurer que le cadre et le matériel de formation répondent aux normes internationales et le constat est bien satisfaisant. Tout a été rénové, tout est repeint, tout est câblé, ce qui est très important. Voilà, donc c'est ce que je peux en dire. Les tables sont neuves, les chaises sont neuves, donc ce sont vraiment des locaux tout à fait adaptés, grands, fonctionnels, et je pense que voilà, on peut imaginer que le reste de la prestation sera à l'avenant, c'est-à-dire la qualité des enseignants locaux, la reprise en coopération avec nous des contenus de formation, parce que c'est ça l'essentiel. Depuis les locaux de cette école, les étudiants béninois suivront les cours de l'école multimédia de Paris en France. Afin de permettre à des étudiants qui sont à une longue distance de Paris et dont beaucoup n'ont pas la possibilité de venir faire les études en France, nous avons élaboré un modèle qu'on appelle le Mixed Learning. Mixed Learning, ça veut dire qu'on apprend à partir d'une plateforme que nous avons développée pendant plusieurs années à Paris, les enseignements, les éléments fondamentaux d'un apprentissage, les bases, selon des parcours extrêmement structurés, à distance donc, mais en étant assistés à la fois par nos tuteurs ou tutrices pédagogiques. Comme le Bénin, la République démocratique du Congo et la Tunisie démarrent également leur formation. La Côte d'Ivoire, elle, a déjà saisi l'opportunité depuis 5 ans en nouant un partenariat avec l'école multimédia de Paris qui forme ses étudiants aux nouveaux métiers du numérique. Le président de l'Institut français du numérique partage son expérience et les avantages qu'offre son école à la jeunesse. Le programme que nous faisons à IFRAN, c'est un programme totalement français et qui aboutit à un diplôme français reconnu par l'État français, par le gouvernement français. Donc, avec ce diplôme, ils pourront postuler dans le monde entier. Ils ne seront pas confrontés au problème de la reconnaissance des diplômes qui peut se poser à eux. Au vu
des barrières qui sont cassées par les nouvelles technologies aujourd'hui. Il suffit qu'après leur formation, ils mettent leur CV en ligne. Ils peuvent décrocher des postes partout dans le monde. Et ça, c'est un avantage énorme pour la jeunesse africaine. Et ce n'est pas que ça. Parce que moi, je le dis tout le temps à mes étudiants, je ne veux pas des étudiants qui, après le diplôme, cherchent un poste forcément. Je veux des étudiants qui entreprennent. Et le digital est le meilleur domaine d'entrepreneuriat qu'il faut que l'Afrique prenne à bras le corps. Implantée à Godemer-Hulakome, la Haute École du numérique et des sciences des affaires effectue sa rentrée le 17 janvier prochain. Mais avant, les tests de sélection des futurs étudiants commencent à partir de ce mois de novembre et prennent fin début janvier. Des tests de sélection qui seront organisés en collaboration avec l'École multimédia de Paris en France. Et pour précision, la rentrée au niveau de la Haute École de numérique et des affaires sociales est prévue pour le 17 janvier 2022, évidemment à Godemer-Hulakome, dans la commune d'Abomey-Calavi. Parlons santé à présent. La Jamaat islamique Ahmadiyya offre des kits d'accouchement aux femmes en état de grossesse. Un geste fait ce dimanche en partenariat avec Humanity First. Des kits d'une valeur totale de 5 millions de francs CFA pour soulager les bénéficiaires. Voici les détails avec Assemo Kani. À la faveur du lancement des projets de camps médicaux, la Jamaat islamique Ahmadiyya, en partenariat avec Humanity First, distribue des kits d'accouchement aux femmes. Un acte posé au sein de l'hôpital Humanity First à Kokotomin, commune d'Abomey-Calavi. À l'occasion, une vingtaine de bénéficiaires en état ont été servis. Notre mission, dans le cas d'espèce, c'est de servir les personnes et les familles touchées par le désastre et socialement défavorisées dans les communautés les plus pauvres du monde. Nous sommes venus ensemble pour le lancement des projets, ce qu'on a prévu pour cette mission. Et avec la grâce de Dieu, on a fait des plans, des projets pour 2021 et 2022. Ça a prévu quelques projets dans le domaine de la santé. Nous allons faire des interventions chirurgicales. La mission de la Jamaat islamique Ahmadiyya englobe plusieurs domaines, dont le social et la santé. En accompagnant Humanity First, elle renforce davantage sa volonté d'être aux côtés des couches les plus démunies. Ceci sans différence de religion. Aujourd'hui, une fois encore, nous sommes présents ici pour le lancement d'un projet de camps médicaux gratuits pour nos frères béninois, pour que nos frères béninois ils puissent profiter gratuitement sans distinction de religion et race. Pourquoi? Parce que Ahmadiyya et Humanity First, toujours nous disons amour pour tous et pour personne. Un slogan que témoignent les nombreuses actions de la Jamaat islamique Ahmadiyya sur le terrain. Elle fournit d'assistance en eau aux populations en manque, offre des kits médicaux aux personnes dans le besoin et aux hôpitaux. Le programme des deux partenaires, Jamaat islamique Ahmadiyya et Humanity First, s'étale sur 2 ans et donc de 2021 à 2023. Cotonou abrite depuis ce lundi 8 novembre 2021 la 2e édition de l'initiative Bénin Santé 2021. C'est une politique de formation destinée aux acteurs du secteur sanitaire en vue du renforcement de leurs connaissances. Elle est pilotée par la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin et l'ONG Bénin Santé Plus, dont les responsables ont animé une conférence de presse ce week-end pour annoncer d'ailleurs l'événement. En voici le résumé avec Teddy Goudalo. En face des professionnels des médias, le comité de pilotage de la 2e édition de Bénin Santé 2021
Un événement co-organisé par l'organisation non gouvernementale Bénin Santé Plus de la diaspora béninoise en France et la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin. Cet événement comprend un symposium qui est la partie scientifique de l'événement, auquel s'associe un salon d'exposition-vente de matériel et d'équipements médicaux, des ateliers de formation et de masterclass pour les prestataires de santé, et enfin un hackathon qui est une compétition de start-up en informatique pour aller chercher des solutions innovantes aux défis qui se posent au secteur de la santé. La contribution du secteur privé à la réalisation de la couverture sanitaire universelle au Bénin. C'est autour de ce thème que vont se dérouler les activités. Ceci permettra un renforcement des capacités des acteurs du secteur sanitaire public comme privé en vue d'une offre de soins de qualité. Aujourd'hui, personne, je dis bien personne ne doit rester en dehors de la couverture sanitaire universelle. En particulier, ceux qui sont dans le système, qui sont acteurs du secteur de la santé. Ils ne doivent pas en être étrangers, ils ne doivent pas en méconnaître les tenants et les aboutissants. Parce que c'est comme ça qu'ils vont définir quel est individuellement leur rôle, leurs obligations, pour que le Bénin arrive très vite à réaliser cette couverture sanitaire universelle. Il y a le salon qui est l'opportunité pour lui de voir ce qu'il y a comme nouveauté en termes d'équipement, en termes de dispositifs pour améliorer sa pratique. Il est plus facile pour nous, quand on a un correspondant de notre hôpital, de l'appeler pour améliorer l'accueil du malade qu'on le transfère et pour une prise en charge plus rapide. Donc voici autant de bénéfices que tout participant pourra en tirer. Et quand il n'est pas prestataire dans le secteur sanitaire, il est décideur. Et il va comprendre qu'est-ce que moi, en tant que maire, en tant que chef d'arrondissement, en tant que directeur d'établissement de soins, qu'est-ce que je dois faire pour que cette couverture sanitaire soit une réalité. L'événement aura lieu du 8 au 12 novembre 2021 à Cotonou. Sont attendus les acteurs du secteur sanitaire exerçant dans le public et le privé, les décideurs de tous ordres et bien d'autres organisations intervenant dans le domaine de la santé. Débuté il y a quelques semaines dans les lycées et collèges du territoire national, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance est allée ce vendredi à la rencontre des pensionnaires du lycée des jeunes filles de Natitengo. Il était question pour Véronique Tognfodé-Mewanou de causer à bâton rompu avec ses filles sur leur avenir. Mon corps vaut de l'or, mon corps a de la valeur. Voilà le message à retenir des échanges avec l'autorité ministérielle. Suivant. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a bâton rompu avec ses enfants du lycée de jeunes filles de Natitengo. Profitant de la célébration en différé de la Journée internationale de la fille dans la cité de Nanto, Véronique Tognfodé-Mewanou poursuit ainsi sa campagne « Mon corps vaut de l'or, mon corps a de la valeur » initiée depuis plusieurs semaines. C'est une campagne qui a commencé dans le sud, mais elle concerne toutes les filles du Bénin. On peut la traduire dans toutes nos langues. Le message, c'est ça qui est le plus important. Mon corps vaut de l'or, c'est-à-dire que mon corps a de la valeur. Je dois en prendre soin. Je dois m'aimer, je dois m'estimer. Parce que quand on s'aime, on ne se fait pas du mal. Après avoir recueilli en amont sur des bouts de papier et de façon anonyme les questions de ces jeunes filles, la ministre a voulu en débattre personnellement avec elles. Parce que c'est comme m'a dit, que si tu n'as pas de copain à 16 ans, tu as un problème. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai posé. Et quel type de problème? Bon, problème, je ne sais pas, mental, bien. Tu ne sais pas collaborer avec les personnes, ça peut ça, tu n'as pas de copain. Qu'est-ce que la collaboration implique? Peut-être savoir comment gérer, s'allier, être poli, savoir dire les mots doux. Quand tu grandis et tu croises un homme que tu n'as jamais croisé dans ta vie, il peut te tromper ou bien avoir des enfants avec toi et t'abandonner un jour. Donc il faut avoir des copains dès bas âge pour pouvoir connaître son comportement
comment il est, comment il se comporte avec toi pour ne pas avoir de problème dans le futur. C'est pour cela, moi je propose que c'est bon, au moins 18 ans d'avoir un copain pour la bonne entente de votre famille un jour. Je n'ai pas dit tout ce qu'elle a dit. Vous dites que il faut que déjà à 16 ans, on commence à avoir un copain pour se préparer en fait quelque part à l'entente familiale plus tard. C'est ça? Mais si on attend d'avancer un peu, est-ce que ça change quelque chose? Dans tous les cas, que tu le connaisses plutôt plus tard, si un homme doit te montrer certaines phases, il le fera. Il le fera. Maintenant, quelle doit être votre priorité à 16 ans, en étant ici dans le lycée des jeunes filles de Latitengo? C'est préparer notre avenir. Voilà, c'est ça d'abord la priorité. Parce que l'avenir que vous préparez pour devenir quelque chose demain, pour vous suffire, pour être autonome, ça ne va pas vous décevoir dans tous les cas. Vous comprenez? L'autre partie aussi est importante, mais vous avez tout le temps pour y parvenir. À la fin de ces échanges, les pensionnaires du lycée de jeunes filles de Nati-Tengou se disent satisfaites. Tout d'abord, son passage ici nous a donné une grande joie parce que nous avions eu des questions qu'on a longtemps gardées. On n'a pas eu la chance d'échanger avec quelqu'un comme elle. Et comme elle s'est présentée, on a profité, on a posé nos questions. Et les réponses qu'elle nous a données nous ont satisfaits. Et nous devrons mettre en pratique ces réponses-là. Bon, moi, je n'ai pas encore l'âge de m'engager dans le domaine de sexualité. Je vais m'abstenir au moins à un certain âge avant de commencer les rapports. Ce que j'ai plus aimé, c'est qu'elle a dit d'avoir l'estime de soi. Ne pas laisser quelqu'un va commander notre vie. Donc on doit savoir gouverner notre vie. Véronique Tonifone-Mewanou a profité de son arrivée dans ce lycée pour primer les 3 meilleurs élèves de chaque classe pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 27 octobre dernier, a donné son accord pour la réouverture et la modernisation de la CITEX Lokossa. La Société des industries textiles du Bénin CITEX SA de Lokossa va donc reprendre prochainement ses activités. Une bonne nouvelle pour la population de cette cité située dans le département du Mono. Dans la page magazine de ce jour, nous allons suivre la première partie de la réaction des habitants de la cité suite à cette nouvelle reportage. Depuis la fermeture officielle des portes de la CITES en 2004, Lokossa a vu son développement ralentir. Plusieurs personnalités, dont Dakwe Sossou, ont alors pris leur bâton de pèlerin pour mener des actions de plaidoyer et de lobbying pour sa renaissance. J'ai mené des démarches pendant que j'étais maire. Ça n'a pas abouti. Il faut le reconnaître. Le seul aboutissement en réalité était que l'État s'était donné pour mettre à la disposition de la CITES une certaine somme pour ne serait-ce que garder, continuer les activités et garder un petit personnel sur place, ce qui est toujours là. Mais c'était insuffisant. C'est une unité de production qui utilisait près de 1000 agents. Mais quand j'ai quitté, que j'ai regagné l'Assemblée, je n'ai pas laissé tomber. Nous avons pu voir dans des documents d'archives du Parlement des traces de questions orales adressées au gouvernement du président Patrice Talon. Elles remontent au jeudi 7 juin 2018. J'ai voulu poser un certain nombre de questions, dont la 6e était de savoir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour réhabiliter ou pour redonner vie à Lokossa. Les archives sont là. Ce que nous venons d'avoir aujourd'hui, la gérance, était au 3e point. Et c'était la toute dernière qui, aujourd'hui, a été retenue par le gouvernement, qui a même déjà trouvé ceux qui vont, en terre à terre, louer la CITES.
Des présidents passés nous ont promis qu'ils vont le faire, jusqu'à leur départ, ils n'ont rien fait. Et lorsque le président Talon est arrivé, il a décidé de le faire. Nous, on a cru que c'est faux, puisque les gens nous ont menti plusieurs fois, ils n'ont rien fait. Mais lorsque lui il a dit ça, on a dit que ça devient chanson. On ne regarde même pas là. Et par surprise, hier soir, la nouvelle est tombée. Oui. Lorsque la nouvelle est tombée, toute la CITES, tout Monokoufo, et en particulier, en général, le Bénin le remercie. Le remercie beaucoup de tout ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas facile de prendre des décisions comme ça. Les présidents ont passé, Yahi Boni a passé, il a donné des cotons, on n'arrive pas à trouver une solution à ça parce que les gens ont écrit au ministère pour dire que c'est des ferrailles. Et le gouvernement tourne dos à la CITES. Mais l'arrivée de Talon, il a su mettre les points sur les i. Et il a vu clair ce qui se passe. Il a pris une décision audacieuse. Tel est ce que nous venons d'entendre hier soir en Conseil des ministres. Je le remercie beaucoup. À en croire le relevé du Conseil des ministres en date du mercredi 27 octobre dernier, afin de la réhabiliter et relancer l'activité industrielle dans la ville de Lokossa, le gouvernement a conclu un accord avec la société Dongako SA qui a soumis une offre de reprise. Il faut que le nouveau locataire assez les choses pour que nous puissions trouver des soulagements dans un bref délai. Même si on ne nous prend pas et qu'on reprend aujourd'hui nos enfants, nous aurons la paix. Quand quelque chose de bien rentre dans une cité, tout le monde en bénéficie. Même si nous les anciens, nous sommes déjà hors course, il faut que cette reprise d'activité apporte du travail à nos enfants. Ça va porter un développement à Lokossa, plus à Dieu. Nous souhaitons quand même bon vent à ce gouvernement qui veut quand même que la cité se reprenne et que toutes les activités de Lokossa en général vont reprendre. Je profiterai par ici pour dire pas merci au chef de l'État. Non, ce n'est pas pour lui dire merci. C'est pour lui dire que nous sommes en train de voir ce qu'il est en train de faire. Lokossa voit. Le Bénin tout entier voit. Lokossa se frotte les mains. Le gouvernement du président Patrice Talon a donc acté la mise en concession de la CITES Lokossa pour la reprise de l'exploitation. La vraie renaissance de la Cité de l'Espérance est donc en marche. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.